Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ceux qui viennent d'arriver au salon, merci d'être là. Aujourd'hui on va essayer de parler, on va parler développement de son activité professionnelle en tant que photographe vidéaste, mais aussi dans plein d'autres activités reliées à l'audiovisuel, ou même si vous êtes boulanger, ça pourra sans doute vous servir. Pour ça j'ai proposé une table ronde un peu différente de ce qu'on a l'habitude de faire ici, je pense. On va essayer d'avoir quelque chose d'assez interactif avec vous toutes et tous. Et surtout, on a deux invités qui sont professionnels, jeunes professionnels dans le domaine, Salomé et Thomas, qui vont nous faire un peu un retour sur leurs problématiques au quotidien en tant que travailleurs indépendants. Et on espère en fait qu'à travers cette table ronde et ce format-là, vous puissiez vous aussi vous identifier dans leurs problématiques pour que ça puisse aussi vous servir. C'est un peu l'idée aujourd'hui. Et surtout, on va faire passer des micros pour que vraiment ce soit interactif avec vous, que vous puissiez nous poser des questions. Et donc avant tout ça, il va falloir qu'on se présente. Et je vais laisser Salomé prendre la parole pour que tu te présentes. Et puis on part. Bonjour tout le monde. Donc, je suis Salomé, j'ai 22 ans. Et j'ai commencé à être photographe vidéaste il y a à peine plus d'un an. J'ai ouvert mon auto-entreprise au mois de septembre de l'année dernière. Donc c'est vraiment tout récent. Et j'ai rencontré pas mal de soucis au niveau du business. Donc on pourra en parler après sur comment Julien et l'Académie des créateurs a pu m'aider là-dessus. Thomas. Bonjour à tous, moi c'est Delaune Thomas, du coup je suis photographe et vidéaste c'est toi qui sais, hein, c'est pas presque moi, 4 ans maintenant. Et les problématiques que moi j'avais dans mon entreprise, c'était de savoir comment démarcher, comment m'y prendre et surtout par quels moyens, que ce soit par mail, physiquement ou même au téléphone. Bonjour, je m'appelle Julien Arnold, du coup je suis photographe et vidéaste et du coup ça fait un petit moment que je fais de la photo et de la vidéo, mais avant ça j'étais commercial, donc j'ai pas fait de grandes études de business school, d'école de management ou autre, et j'étais tout simplement commercial, je vendais de l'outillage, des vis et à des portefeuilles de clients assez importants. Et quand je me suis reconverti, j'ai mis à contribution mon expertise commerciale pour développer mon activité de photographe et de vidéaste. Et aujourd'hui, cette expertise, je la partage du coup avec Olivier et l'Académie des créateurs, et j'accompagne aussi d'autres photographes et vidéastes pour les aider à réussir, à se développer grâce à des techniques tout simplement humaines, parce que c'est grâce à ça que j'ai réussi. C'est en mettant en valeur l'humain et les rapports humains, de comment on communique avec les gens et comment on les aide. Donc voilà, c'est de cette manière-là que je contribue à accompagner et former les gens sur la partie business. Et donc de mon côté, je m'appelle Olivier Schmitt. Alors on parlait de l'Académie des créateurs, effectivement, je suis fondateur de l'Académie des créateurs qui a juste un stand là-bas. De mon côté, je suis donc photographe vidéaste professionnel depuis à peu près 10 ans et aussi créateur de contenu sur les réseaux sociaux, YouTube, Instagram. Et donc on va essayer de développer sur ces sujets-là. On va essentiellement parler de B2B, donc comment se vendre auprès d'entreprises et développer ses devis, présenter son activité, approcher de nouveaux prospects pour les transformer en clients et surtout pérenniser son activité. C'est là où l'expertise de Julien est intéressante. Ça va être de ne pas se limiter à un seul travail, un seul devis, une seule prestation avec un client, mais réussir à pérenniser ça dans la durée pour pouvoir assurer l'avenir de sa société. Donc j'aimerais commencer par une question pour le public, comme ça vous allez directement interagir avec nous de façon très très simple au début. Est-ce que ceux qui sont travailleurs indépendants peuvent lever la main? Est-ce qu'il y a des gens qui sont à leur compte ici? D'accord. Bingo, vous êtes au bon endroit. Mais est-ce qu'on a aussi des gens qui sont en phase de reconversion professionnelle ou qui aimeraient devenir professionnels dans le domaine? On peut voir un petit peu, ouais? Ok, cool, super. Si vous avez des questions, on est vraiment là pour ça, donc n'hésitez pas. Après, les questions, vraiment, quand on va y venir, il y a vraiment... allez-y, hein. N'ayez pas peur de poser des questions sur des vraies problématiques et on essaiera de... Chaque problème a sa solution. Et on essaie vraiment d'aller au bout du truc pour essayer de débloquer vos potentiels problèmes. Est-ce que Salomé, tu peux revenir sur les problématiques que tu as pu rencontrer en lançant ton entreprise du coup, et que tu as toujours potentiellement aujourd'hui, après un an de lancement? Ce qui a été très compliqué, c'est que j'ai commencé dans un domaine particulier qui était l'équestre, parce que j'avais des contacts là-dedans et que j'ai toujours fait ce genre de contenu. Et dès que j'ai voulu, sortir un petit peu de ce monde-là, j'avais aucune idée de comment contacter les gens, qui contacter. En fait, le champ des possibles est tellement vaste que
c'était très 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 compliqué de savoir vers qui me tourner, comment avoir l'air professionnel aussi, parce que quand on est jeune et qu'on débarque comme ça, on n'a pas toujours l'air assez professionnel pour que les gens s'intéressent à ce qu'on fait. Tout ce genre de problématiques-là, et établir tout ce qui peut être aussi tarif, toutes ces choses-là qui nous permettent de vivre derrière. J'avais beaucoup du mal à estimer la valeur de mon travail, et voilà, globalement. J'ai envie de refaire une petite question là. Qui a du mal à estimer un peu la valeur de son travail? Syndrome de l'imposteur, il y en a ou pas? Ouais, je vois des petites mains un peu timides, mais j'en vois quand même. C'est sûr que c'est une problématique qu'on a toutes et tous. Je pense Ouais, complètement. En fait, ça va être le syndrome de l'imposteur, à mon sens, il va venir de la position dans laquelle on va se mettre. De manière générale, les gens, quand ils vont voir des clients ou des prospects, ils vont aller les voir avec quelque chose qu'ils ont à vendre. Et c'est à ce moment-là que le syndrome de l'imposteur intervient. Sauf qu'en fait, si on prend le chemin avec une mécanique différente, on va avoir un client, pas forcément avec quelque chose qu'on a à vendre, mais comme si on était une valeur ajoutée. C'est à ce moment-là où le client va vous acheter vous, et c'est pas vous qui avez quelque chose à vendre. Quand moi je vais voir mes clients, ou que mes clients m'appellent, ou des prospects m'appellent, quand je vais les voir, c'est OK, qu'est-ce que vous voulez faire? Je vais pas les voir en leur disant OK, on peut faire ça, je peux vous vendre ces photos, je peux vous vendre ces vidéos. C'est vous avez un produit à vendre, de quelle manière, avec mes compétences, je vais pouvoir vous aider. C'est moi la valeur ajoutée, c'est moi qui vais vous aider. Ça va coûter ce prix-là. Est-ce que vous êtes prêt, vous, à l'acheter? Mais moi, j'ai rien à vendre. Thomas, est-ce que ça te parle dans ton expérience? Du coup, toi, tu as un peu plus d'expérience sur les 3 dernières années. Alors, oui et non. Moins aujourd'hui. Du coup, depuis la formation également, encore moins. Mais par contre, avant, ouais, j'avais beaucoup de mal déjà à estimer mon prix. Je me mettais d'abord souvent très bas dans les prix. Un peu pour se dire aussi, comme ça je vais récupérer plus de monde, et en fait c'est totalement faux, on se tire juste une balle dans le pied, parce qu'à partir du moment où on remonte les prix, déjà les clients à la base ne comprennent pas, et en plus de ça, souvent la montée elle est souvent assez haute. Pour se remettre justement au prix du marché, à titre d'exemple, par exemple, chez moi les shootings photos pour à peu près 30 photos c'était à peu près 400 €. Moi je faisais ça à 100 € à l'époque. Il y a plein de photographes qui vont te détester là. Alors, juste pour rebondir là-dessus, c'est hyper intéressant, c'est que de manière générale, dans le professionnel, il y a un truc qu'il ne faut pas oublier. Enfin, déjà, il y a une chose qu'une copine m'a dit un jour, pour monter sa valeur, c'est que si tu te vends comme du H&M, j'ai rien contre H&M, mais si tu te vends comme du H&M, tu auras toujours en quelque sorte du H&M. Si tu te vends comme du Hermès, tu auras toujours du Hermès. C'est une première notion. La deuxième notion, c'est tous les services communication, services marketing, ils ont très bien connaissance des prix des photos, des prix des vidéos, des prix du graphisme. Donc si demain il y a un projet qui lui devrait coûter 2000 € et que toi tu viens avec 100 €, clairement la personne n'ira pas au plus cher. Elle va tout de suite se dire il y a un loup. Elle va plutôt aller voir une personne qui est plutôt dans les prix du marché. Quand je me suis lancé, un ami m'a recommandé dans sa société. J'étais au moment où je faisais comme toi, je faisais des petits prix. Et pour leur projet, ils avaient 7000 € de budget. Et du coup, à ce moment-là, j'ai fait mon devis. J'arrivais avec mon devis, les prix, le barème tarifaire que j'avais fait, qui était aux alentours des 3000 €. Et mon pote voulait que ce soit moi qui passe. Il m'a dit, ça ne passera jamais, il faut que tu recolles avec les 7000 €. Donc, j'ai trouvé des manières, le plus de manières possible pour recoller avec ce prix. On est arrivé sur des 5500, 6000. Et du coup, à ce moment-là, je suis passé parce que du coup, j'étais dans les prix du marché. Et je ne faisais pas des choses pas chères. Donc, se renseigner sur les prix des photos, des vidéos dans le domaine de votre activité, que vous soyez photographe, graphiste, infographiste, peu importe. Mais il y a un prix de marché, il faut se renseigner, il faut s'y tenir. Au-delà de ça, je pense que, je ne sais pas si vous serez tous d'accord avec moi, mais je pense qu'il y a tout type de clients pour tout type de prestataire et tout type de prestataire pour tout type de client. Ce qui rejoint ce que tu dis. Un client qui a conscience de la valeur de notre travail en tant que photographe vidéaste connaît les tarifs et sait qu'il y a quelques milliers d'euros à mettre pour tel ou tel type de prestation. Ouais. Donc, un client effectivement qui va commencer à négocier pour 50 € par-ci, 20 € par-là, est-ce que c'est un client que vous voulez cibler ou pas? C'est aussi la question qu'il faut se poser. Après, il y a une grosse différence entre effectivement travailler pour des particuliers et des entreprises. Ce n'est pas les mêmes budgets, ce n'est pas les mêmes contraintes. Et il y a la notion aussi d'upsell, donc de vendre plus, potentiellement proposer des options et vendre plus dans la durée à ses clients.
Ouais. Après, juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire sur la négociation de prix, dans mon cas, je négocie jamais mes prix. En revanche, on peut peut-être discuter pour que je vous apporte quelque chose en plus. Mon prix, s'il est à 6 000 euros, il reste à 6 000 euros. Je fais une commande, admettons, de 6 000 euros, le client commence un peu à discuter ceci, cela. Sur le tournage, je suis photographe, ça va me prendre quoi 10 minutes de shooter 20 photos, et ça fera toute la différence pour le client. On n'aura pas négocié mon prix, mais lui, il aura eu quelque chose de supplémentaire qui ne m'aura pas forcément pris beaucoup plus de temps. Est-ce que un de vous deux pourrait un petit peu nous parler, peut-être Salomé, de la manière dont tu as trouvé tes premiers clients? Et est-ce qu'aujourd'hui tu procèdes d'une manière différente et est-ce que ça marche différemment? Donc les tout premiers clients que j'ai eus, c'était les propriétaires du centre équestre qui organisaient des gros concours à côté de chez moi et qui étaient donc demandeurs de contenu, photos, vidéos, pour promouvoir leurs événements. Et c'était vraiment de la connaissance directe pour le coup. Alors qu'aujourd'hui, c'est vrai que j'essaye, comme déjà j'essaye de changer de milieu, j'ai pas forcément les contacts directs des gens, donc je procède pas du tout de la même manière. Avant, je contactais les gens sur les réseaux sociaux, beaucoup. Je le fais encore parce que pour moi, c'est quelque chose qui amène plus de proximité aussi, mais qui parfois semble moins professionnel, donc j'essaye de plus souvent contacter les gens par mail, voire essayer de les rencontrer directement parce que ça crée quelque chose tout de suite et ça nous permet de lancer vraiment, enfin de voir si nos idées concordent et ça. J'aime beaucoup rencontrer les gens, plutôt en direct si possible. Et donc pour rencontrer les gens en direct, Julien, si tu as des recommandations à faire pour l'audience? En direct, on en revient à un peu toujours l'ADN de ce que je pense, c'est l'humain. C'est d'aller à la rencontre des gens, d'essayer de les appeler, d'essayer de trouver leur contact, et il faut aller les rencontrer. Alors oui, comme dit Salomé, c'est bien d'avoir peut-être un premier contact avec une personne pour du coup décrocher son numéro pour avoir un rendez-vous et aller la voir. Et là, on crée vraiment de l'intimité. Ou après, on prend le cas du salon de la photo, qui est un peu un milieu qui va ressourcer du coup toutes les personnes qu'on pourrait rencontrer à ce moment-là. Essayer de ne pas avoir peur de créer des opportunités. Si on croise une personne qui nous intéresse, c'est d'aller la voir. On n'a rien à y perdre et au contraire, tout à y gagner. Il faut discuter avec les gens au maximum et pousser des opportunités. Et je crois que Thomas, toi, tu avais plus des problématiques pour te vendre concrètement, parler de tes offres et de la manière dont tu pouvais proposer en fait tes services. Le problème surtout que j'avais dans tout ça, c'est que je ne savais pas comment mettre les mots pour vendre mes forfaits ou me vendre moi-même ou mon entreprise. J'arrivais parfois même devant des clients physiquement qui me demandaient mes prix et je ne savais pas quoi dire parce que rien n'était prêt, rien n'était préparé. Et même si c'était préparé, en fait, je bégayais parce que j'avais aucun mot, en fait, entre guillemets, professionnel à lui dire, tout simplement. Et donc par rapport à ça, tu as changé quelque chose ? Ouais, par rapport à ça, je me suis créé des forfaits. Et également, aujourd'hui, mes devis sont beaucoup plus, comment je pourrais dire, légaux, on va dire. C'est-à-dire que le devis à l'époque, il y a 3-4 ans, qui était entre guillemets sur une feuille de papier, etc., ça c'est fini. Aujourd'hui, je passe par une plateforme que je paye, qui est totalement légale, avec toutes les normes, etc. Et même moi, en fait, ça me met beaucoup plus à l'aise, tu vois. Mais la problématique parfois c'est surtout la communication en fait. La communication sur entre guillemets l'argent, ce qui est un petit peu tabou aujourd'hui, même dans le commerce quoi. Ouais, alors ça, l'argent, pour moi, quand on parle tout de suite d'argent avec un client, c'est pas un bon indicateur. On sait tous que l'argent, quand on parle avec des familles, avec les amis, c'est toujours un sujet un peu de discorde. Et c'est pas forcément le premier truc dont on parle avec un client. On sait qu'il y a potentiellement un projet, on sait qu'il y aura un devis, on sait qu'il y aura une facture. Il faut pas parler d'argent dès le début. Il faut se détacher de ce côté-là. Moi, je m'en détache, mais complètement. C'est OK, le client, qu'est-ce que je vais pouvoir lui apporter et comment je vais pouvoir l'aider. Et à partir du moment où le client il se sent mis en valeur, qu'on ne parle pas d'argent, on le met vraiment en valeur, au cœur de l'attention, de sa problématique, de ce qu'il a besoin, on commence déjà à le faire rentrer dans le projet. Et l'argent après, le devis, ça va se faire naturellement. Mais ça ne doit pas être le premier sujet. L'argent, c'est vraiment le dernier truc dont on parle. Une des techniques que j'utilise, par exemple, pour répondre à un appel d'offres, concrètement, c'est de vraiment parcourir, ça paraît tout bête, mais on ne le fait pas forcément, c'est de vraiment parcourir tous les réseaux sociaux, le site internet de l'entreprise en question, du prospect,
essayer d'identifier les mots, le wording qu'ils utilisent sur leur page de présentation, sur les pages de communication et dans leur marketing. Parce que c'est des entreprises qui auront passé déjà des heures de réunion pour valider les termes, les phrases qu'ils utilisent pour faire leur propre communication et marketer leurs produits ou leurs services. Donc si vous allez choper les mêmes termes que eux et que vous les intégrez dans votre présentation de réponse à un appel d'offres, déjà répondre à un appel d'offres, ce n'est pas juste un devis, c'est un vrai document d'une dizaine de pages de mon côté, si pas plus, qui va détailler tout ce que je peux proposer. C'est pareil, enfin, c'est plutôt logique, c'est comme ça qu'on fait. Mais réintégrer dedans possiblement des codes couleurs ou tout simplement les mêmes mots que eux utilisent sur leur site dans mon document, ça permet vraiment de montrer que je communique comme eux et que je fais déjà partie de leur projet. Et donc dans ce cas-là, ça leur donne vraiment des indicateurs très très rassurants pour se dire « Ok, ce prestat, a priori, je n'ai pas encore signé avec lui, mais il comprend ma façon de communiquer, il est déjà dedans, il s'est déjà investi, donc ça paraît beaucoup plus fluide et logique de continuer avec ce prestat-là. » Donc ça, c'est des choses que j'ai pu expérimenter dans plusieurs catégories. Mais toi, par exemple, des domaines comme l'œnologie, pour aborder des viticulteurs ou peu importe, des domaines un peu assez niches, connaître les termes de la vinification du vin. Alors maintenant, je les ai peut-être tous oubliés, hein, je dis pas, mais au moins les intégrer, etc. On parle le même jargon, on parle le même vocabulaire et ça séduit beaucoup plus. Pour revenir sur la communication aussi, il y a un truc que je trouve hyper important et ça met un peu de temps à venir, mais de manière générale, quand on va vers un prospect ou un client, on a tendance à un peu se changer, se transformer pour plaire à cette personne. Et en fait, c'est pas forcément des bons indicateurs de ne pas être soi-même parce que finalement, on va aller vers la personne, on va essayer de la séduire pour qu'elle nous dise oui à un moment ou à un autre et on n'est pas soi-même. C'est hyper important dans son discours, dans sa façon de parler, dans sa posture, de rester qui on est et de pas du tout se prendre la tête. Moi, je parle à mes clients aujourd'hui, avec beaucoup de politesse et de respect, certes, mais je leur parle de la même manière que ce que je parle à mes potes, que ce que je parle à toi, que je parle à mes enfants. Enfin, c'est juste je suis moi-même et finalement les clients, s'ils décident de travailler avec moi, c'est parce qu'ils décident de travailler avec Julien Arnold et pas pour la personne pour qui j'essaie de me faire passer pour la séduire. Donc, si j'ai un conseil à vous donner aujourd'hui, c'est restez vous-même. Essayez pas de changer quoi que ce soit pour plaire. Est-ce qu'on ne prendrait pas des questions tout de suite, un petit peu plus tôt que prévu, déjà des premières questions dans l'audience? Soyez pas trop timide si vous en avez des questions concrètes sur vos propres problématiques et business. Est-ce qu'on peut avoir des petites mains, les gens? Ah, j'ai quelqu'un là-bas. Je sais pas. Si, c'est bon, il y a un micro qui arrive. Sinon, je lance le mien. Hein. Ok, d'accord. Bonjour et merci pour ce moment. J'ai une petite question. Thomas, tu parlais des forfaits. Moi, il y a la majorité de mes prospects qui me contactent sur Instagram. Et j'ai pas mes forfaits qui sont clairement affichés sur Instagram. Je vois certains photographes qui le font, d'autres qui le font pas. Et je me pose la question, est-ce qu'il y a une manière de faire qui est la mieux ou peut-être pas? Et dans ce cas-là, c'est peut-être deux stratégies différentes. Et c'est quoi, dans quel cas faudrait utiliser le fait de montrer ses tarifs ou pas quoi, sur Instagram? Alors moi personnellement sur Instagram, en fait, je m'en sers surtout comme portfolio. C'est-à-dire que tout ce qui est mes prix, etc., je ne vais pas les mettre. J'ai des liens qui sont dans ma bio, qui me dirigent vers mon vrai portfolio, où là on peut voir quelques tarifs. Mais en général, les tarifs, je les mets après une brève ou plus longue discussion en fait, avec un prospect. Comme disait tout à l'heure Julien, c'est de pouvoir déjà entrer en contact, connaître la personne, connaître son entreprise et connaître aussi son besoin avant de tout de suite lui balancer un prix en fait. Voilà. T'as bien été formé. Hein. Merci beaucoup, c'est grâce à vous. Hein. Qu'est-ce que tu fais comme activité exactement? Je suis photographe, notamment dans le portrait. Ok. Je vais te donner mon avis sur ce que tu viens de dire. Moi, je pense que afficher des prix, c'est complètement s'enfermer. Parce que si demain, tu as une personne qui vient te voir pour un projet photo quelconque et qu'elle a vu tes prix, elle va se dire ça coûte ça. Et tu seras complètement enfermé. Et il se pourrait que cette personne, le projet qu'elle a, il soit beaucoup plus long, il soit beaucoup plus, avec beaucoup plus de personnes, ils prennent beaucoup plus de temps. Et du coup, la personne dans la tête elle va se dire ok, moi j'ai besoin de faire 10 photos de portrait pour 10 personnes, ça coûte 500 €. Et finalement, toi, dans la démarche que tu as et dans les tarifs que tu as, on ne sera pas à 500 €, mais peut-être à beaucoup plus, 1500 €. Donc, afficher des prix, c'est quand même un peu dangereux. En revanche, tu peux dire que ta journée coûte tant et que pour faire ce projet photo-portrait, il faut tant de journées pour ce prix-là.
Ok. Vas-y, je t'en prie. Non, merci, c'est très clair. Mais c'est vrai que c'est vraiment du cas par cas parce qu'on a tous une activité un peu différente. Si on parle de portrait, alors moi je suis pas spécialiste en portrait, mais dans la photo on fonctionne souvent à l'heure. Là, c'est peut-être ton cas, je sais pas. On fonctionne souvent à l'heure. Là où dans la vidéo, on va fonctionner plus à la journée, à la demi-journée, parce qu'on a de suite un setup un petit peu plus grand. On a souvent besoin d'accessoires, de lumière, d'ingé son, etc. Donc c'est deux façons de fonctionner un peu différentes. Mais effectivement, afficher ses prix. Effectivement, ça risque d'enfermer et ça peut un peu trop fermer directement la porte à des options qu'on pourrait soumettre à son client. Tu vois, si tu formates ton client et s'il est persuadé dans sa tête indirectement, sans en avoir conscience qu'il va payer tant, ça va être plus dur de lui soumettre des extra prestations. Alors que tu pourrais lui dire, voilà, on va ramener du monde en plus, on va faire ça, on va prendre de la déco, on va prendre un deuxième modèle, je sais pas trop la topologie, tu vois. Mais voilà, c'est plus psychologiquement, je dirais. Après, le fait de travailler avec des prix, toi, qui sont fixes dans ta tête, je pense que c'est la bonne chose. Et de faire évoluer ça avec ton expérience et ton expertise pour essayer d'avoir quelque chose quand même de constant et de régulier auprès des clients. Parce qu'il n'y a rien de pire, je pense, que de faire des forfaits à la tête du client. Parce que si ça se sait, t'es grillé. Mais en tout cas, pouvoir moduler, toi, à ta manière par rapport à ce que tu estimes être le temps réel passé, c'est une sécurité, je pense. C'est pas aussi effrayer des gens. Il y a peut-être des personnes qui peuvent se dire que c'est trop cher et ils n'ont pas concrètement la définition du prix. Oui, parce que c'est vrai qu'afficher sur Instagram, tu peux pas forcément bien détailler tout ce que ça inclut non plus, parce que ce serait trop long, quoi. Donc ça peut peut-être dire, tiens, il affiche 1000 balles pour ça, ça paraît cher, alors qu'en fait, non, c'est bien calculé, quoi. Oui, c'est pas le moment, là. Est-ce qu'on a une autre question? Oui, devant. Et derrière, là-bas, tout à l'heure. À 16h30, au niveau moins 2. Ah, ben, d'abord derrière, et puis devant. Désolé. Est-ce que c'est pas intéressant justement de pouvoir dire aussi la prestation elle va être à partir de autant? Parce que moi je vois que je perds beaucoup de temps avec des gens qui imaginent que ça va coûter peu cher et du coup on prend du temps à faire des devis, tout ça, et ils se rendent pas compte que ça a un prix, un vrai prix. Je pense que qu'est-ce que vous faites exactement? Je fais du culinaire. De la photo culinaire, oui. Pour le particulier? Non, pour des entreprises. Pour les entreprises, ok. Je pense que dans le cas-là, il faut bien expliquer, bien dérouler tout le temps que ça prend avant même de parler d'un prix. Pour que la personne, elle se dise, ok, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a beaucoup de choses, et que d'elle-même, elle se fasse sa réflexion. Il n'y a pas n'importe quoi pour que finalement le prix qu'on annonce derrière, ce soit juste la plus petite partie de l'entretien que vous pourriez avoir avec la personne, et lui faire comprendre que ce prix, c'est tout le contenu que vous avez énoncé, et que ça prend du temps et que c'est mine de rien de l'argent. Donc moi je pense que avant de faire de devis, il faut faire comprendre à la personne que vous avez aussi une valeur et que cette valeur, elle va coûter quelque chose à l'entreprise. Moi, ça me fait penser au travail de Lolita qui est juste devant. Mais c'est vrai que je pense que c'est à travers ton travail, l'esthétisme de ton travail, que ton client doit être séduit avant tout, pas à travers un prix. Ce qui paraît logique, dit comme ça. Mais oui. Dans ce cas-là, le prix devient quasiment accessoire. Parce qu'à partir du moment où ton identité graphique, esthétique, plaît au client, il va te vouloir, il va te demander ton prix et on discute après. Mais mixer les deux, je ne sais pas si je le ferais aujourd'hui encore. Peut-être que c'est adapté à certains secteurs. Je ne veux pas donner de généralité du tout, parce qu'il y a vraiment du cas par cas partout ici. Mais en tout cas, je pense que d'abord, montrer son travail et vendre son travail en quelque sorte, pour déjà avoir séduit le client avec son identité, et après on parle prix. On revient à ce qu'on se disait tout à l'heure, se détacher de l'argent. On vient déjà sur la DA, sur les photos, sur les vidéos, sur ce qu'ils veulent, et l'argent c'est en dernier. Ok, merci. Je t'en prie. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Moi je suis en création d'activité là en ce moment. Est-ce qu'il marche ton micro? Mets-le contre le menton, ouais. Oui, c'est mieux. C'est bon. Okay. Donc je suis en création d'activité là, et je suis dans le process de la création du site internet et des réseaux sociaux. Et je me pose la question, dans mon cas par exemple, si je veux pas m'enfermer dans une seule thématique. Je pense par exemple si je veux faire du mariage et de la corpo, comment gérer son image vis-à-vis du client sans vouloir s'enfermer dans une seule activité. Je ne suis pas le pro des réseaux sociaux, c'est lui ici, mais si on parle de thématique et plutôt de ciblage finalement, de typologie de clients,
Moi, le discours que j'ai avec les gens, c'est que je fais de tout. Et aujourd'hui, les gens qui viennent me voir, ils ne viennent pas me voir parce que je fais de l'automobile ou parce que je fais du corpo. Ils viennent me voir parce que je fais ce style d'image. Et finalement, ce style d'image, il correspond à tous les domaines. Donc, au-delà de communiquer sur une typologie de client ou d'activité que tu pourrais faire, communique plutôt sur une typologie d'image, ta patte, ta façon de retoucher les photos, ta façon de monter les vidéos, et après ce sera accessible à tout. Et même dans ton discours au quotidien, quand tu discutes avec des gens, n'hésite pas à leur dire que tu fais de tout et que tu ne te cantonnes pas uniquement à faire une activité ou un domaine. Ce que je trouve intéressant, si tu veux, c'est d'avoir un site internet, par exemple, qui travaille sur plusieurs tableaux. Si, par exemple, c'est quoi les domaines, par exemple, que tu voudrais, par exemple, si tu dois me donner 2 domaines où tu voudrais séduire des clients, ce serait quel domaine d'activité? J'avais pensé au mariage et puis en parallèle du corpo, par exemple. Prenons mariage et corpo. Ce qui serait intéressant, c'était un site internet avec une page d'accueil, certes, qui te présente, et ensuite 2 pages de vente, entre guillemets, une dédiée au corpo, l'autre au mariage. Et quand tu communiques avec tes clients, tu envoies directement non pas la page d'accueil, mais tu envoies la page dédiée à chaque activité. Ce qui permet de passer pour quelqu'un auprès de ton client de spécialisé, et donc ça va le rassurer, tout en sachant que toi, de ton côté, tu es épanoui dans ta passion, dans ton activité, parce que tu joues sur plusieurs tableaux. Moi, je suis spécialisé en rien. Je suis un touche-à-tout, j'adore changer de type de projet, sinon je m'ennuie. Et j'admire les gens qui sont spécialistes d'un domaine. Je veux dire, c'est super de rester passionné d'un domaine. C'est pas mon cas. Mais du coup, je vais essayer de communiquer, de cibler en disant, voilà, si j'ai quelqu'un dans l'automobile, dans le corpo qui m'appelle, je vais lui préparer un projet autour de ça, en montrant que ce que je sais faire autour de ça. Ok, donc dissocier des pages en fonction des spécialités sur ton site. Oui, parce qu'en fait, si tu essaies de vendre de tout, tu vends rien. Tu vois, à ce niveau-là. Donc dans la communication que dit Julien, quand il va aborder son client, il va quand même lui montrer ce qu'il sait faire dans ce domaine-là. Et c'est vrai qu'une des premières erreurs qu'on fait quand on débute, je pense qu'on l'a toutes et tous fait, c'est de montrer, si je prends l'exemple d'Instagram, on n'est pas tous sur Instagram, c'est pas forcément que de ça dont je parle, mais en général, on montre un peu tout ce qu'on sait faire. Voilà, j'ai fait un mariage, là j'ai fait un peu de l'animalier, là j'ai fait du voyage. Voilà, regardez, je sais faire plein de choses. Mais du coup, on cible personne en faisant ça. Justement, sur Instagram, comment tu fais alors pour, parce que sur le site, tu peux dissocier, mais sur Instagram sur plusieurs comptes alors où tu vas voir. C'est une possibilité. Après, le plusieurs comptes, c'est plus dans une optique d'avoir un portfolio. C'est pas dans une optique de forcément croissance pour vivre des réseaux sociaux. Vivre des réseaux sociaux, c'est encore un autre sujet de table ronde, quoi. Mais en tout cas, si tu veux te spécialiser, je pense qu'il va falloir montrer un travail potentiellement. Alors Instagram, c'est un peu. En vrai, les réseaux sociaux, c'est un peu à part. Parce qu'on a des exemples. Moi, de mon côté, mon Instagram n'est pas du tout spécialisé. Le suite Julien non plus. Il y a un peu. Enfin, t'en as un maintenant qui est un peu plus spécialisé voyage. Oui, mais c'est. Mais voilà. Je pense que je parle vraiment là du portfolio site internet pour avoir une landing page pour ton client qui soit cohérente par rapport au discours et au métier de ton client. Pour rebondir encore une fois, il y a aussi le truc de communiquer avec ses clients que tu fais tout. Typiquement, j'ai un client avec qui j'ai bossé de mémoire la première fois en mars pour un event. Pour une soirée, j'y suis allé. Je lui ai dit, tu sais, je fais aussi des interviews. J'ai vu que dans votre plénière, vous avez passé des interviews. Je fais des interviews. On a fini de tourner les interviews. Il les a diffusées avant-hier à Cannes. Je lui ai dit que je faisais du voyage. Je suis parti au Panama avec eux. Je lui ai dit que je faisais du portrait. J'ai fait des photos de portrait. Donc en fait, tout ce que j'ai dit, toutes les choses que je fais, je les ai dites à mon client et au final, j'ai réussi à les faire avec lui. Donc juste le fait de communiquer ce que tu fais aux personnes, finalement, après, ça déroule. Donc, ouais. Est-ce qu'on a encore quelques questions? Ouais. Ça arrive. Ça va arriver par derrière, tu vois. Hop. Alors déjà, bonjour. Merci pour cette table ronde. J'avais une question parce que moi, je sors du lycée. Et je voulais savoir aujourd'hui, pour vous deux, Salomé et Thomas, est-ce qu'une école de photo et pas forcément de ciné, parce que moi cette année je fais une école de photo vidéo, et en fait je vois que c'est très axé cinéma, et aujourd'hui pour arriver dans le métier de photographe vidéaste comme vous faites, comment arriver à ça, et est-ce que c'est une bonne chose ou non de passer par une école de photo? La question ultime. Vas-y, je t'écoute. J'ai fait une école de cinéma justement qui s'appelle l'ESRA à Paris et qui m'a pas du tout formée au métier de photographe vidéaste. Je préfère être honnête directement. Quand j'ai débarqué dans ce milieu-là, je ne savais pas comment créer une auto-entreprise, comment gérer une auto-entreprise. Tout ce que je savais, c'était l'intermittence.
et donc rien à voir avec ce genre de métier. Par contre, sur tout ce qui est côté technique, du matériel, de savoir créer une image qui est cinématique aussi, ça m'a beaucoup apporté. Donc honnêtement, c'est à te poser la question où est-ce que tu as besoin d'apprendre, parce que je suppose que tu as déjà des connaissances dans le milieu. Et je ne sais pas encore si aujourd'hui il y a des écoles qui permettent de combiner peut-être un petit peu les deux, mais c'est vrai que pour tout ce qui va être côté en tout cas business, marketing, tout ça, dans ce genre d'école, malheureusement, pour avoir fait l'expérience, tu n'auras aucune aide là-dessus. Ça sera vraiment le côté technique et artistique, qui reste très très intéressant pour le coup, mais qui t'aidera pas du tout pour le reste de ton activité. Tu me tends la perche, j'en profite. Nous, on essaie de combiner les deux sur l'Académie des créateurs. Et c'est ça qui est c'est bien. Voilà, c'est une école en ligne. Thomas, je sais pas, t'as... Bon, après, c'est vraiment... Moi, je ne vais pas t'aider du tout parce que j'ai fait aucune école, j'ai arrêté tout en 3e. Voilà. Moi, je me suis formé en fait sur le terrain, c'est-à-dire que j'ai essayé, j'ai échoué et du coup, j'ai appris de mon échec, j'ai appris de l'erreur que j'avais faite, j'ai recommencé, j'ai rééchoué, ainsi de suite. Peut-être je peux te la faire 20 fois celle-là comme ça, hein. Mais au bout d'un moment, en fait, je l'ai réussi et en fait, grâce à tous les échecs que j'ai eus, j'ai appris en fait pourquoi est-ce que j'avais foiré en fait les 20 essais d'avant. Et sur tous les projets que j'ai eus, que ce soit dans la photo ou dans la vidéo, en fait, j'ai toujours tout appris comme ça. Alors ça prend peut-être plus de temps que dans une école, parce que pour le coup, tu te formes tout seul, ou alors à l'aide de YouTube, avant de pouvoir être justement, tu vois, dans des académies comme ça, où tu peux apprendre avec des formations sur le business ou aussi la photo et la vidéo. Mais par contre, je trouve que au final, tu as quand même peut-être plus d'expérience qu'à l'école, parce qu'au final, tu as vraiment une relation sur le terrain et pas une relation, entre guillemets, avec les bouquins, quoi. Merci. On va prendre encore une question, juste parce que je vois qu'on a dépassé le timing. Ah, on a une question devant. Du coup, moi, ça va être une question pour Salomé à nouveau. Au début, tu disais que tu ne savais pas, quand tu as commencé ton business, ni vers où, ni vers qui te tourner. Et du coup, qu'est-ce que tu as mis en place pour trouver justement les réponses à cette question ? Alors j'ai eu de la chance parce que j'ai pas vraiment mis en place quelque chose tout de suite. C'est par le biais des clients que j'avais à l'époque, donc dans le milieu équestre, vu que j'étais spécialisée là-dedans, qui m'ont recommandé à des personnes qui sont dans d'autres milieux, que j'ai pu commencer à faire différentes choses, des événements, du corporate. J'ai pu en faire avec Julien aussi, qui m'a permis de tester en fait toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, je sais toujours pas vraiment, honnêtement, vers quel milieu me diriger spécifiquement. Mais je pense que le mieux, ça serait de tester un maximum de choses, de voir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Et je pense être, pour le coup, peut-être un petit peu comme Olivier, à pas trop aimer rester dans un milieu particulier. Et du coup, le fait de changer continuellement, ça permet aussi, je pense, de faire fonctionner les clients qu'on a, les contacts qu'on a, qui vont discuter entre eux, qui ont des contacts plus ou moins dans différents domaines, et qui aident à changer ce cycle continuellement. Alors malheureusement, on pourrait tenir 4 heures sur ces sujets-là. C'est ça qui est super intéressant. Donc si vous voulez continuer à en discuter avec nous, on est juste au stand au-dessus là. Là, il y a marqué formation vidéo Sony, mais aussi formation business. Vous pouvez venir parler avec nous, voir un petit peu vos problématiques. Et là, du coup, pendant le salon, on vous propose 2 heures de coaching sur la partie business personnalisée avec un suivi qui est associé à du coup la formation business qu'on propose à l'Académie des créateurs avec Julien du coup. Donc si vous voulez en parler, n'hésitez pas, venez nous voir. Et nous, ce qu'on kiffe, c'est pouvoir vous aider à développer votre business, vos compétences en vidéo aussi et photo de mon côté. Mais voilà, donc j'espère que cette table ronde vous a plu. C'était très rapide. Trop rapide. Mais on a essayé on n'a rien pu faire. De quoi ? On n'a pas pu aller dans le ouais, concret. on ira dans le vif du sujet avec vous en one-one là-bas. Si vous avez des questions précises, on essaiera de développer ça. Voilà. Merci beaucoup et merci beaucoup au Salon de la Photo, à la technique. Merci Super beaucoup. organisation ici de la scène. Donc vraiment, ça fait plaisir d'avoir cet espace-là tous les ans. Donc merci beaucoup à la régie et à tout le monde. Merci. Bonne suite de salon. Merci Salomé, Thomas, Julien.